Nous allons aborder, je vous le propose, le dernier thème, à savoir celui de la concurrence en assurance santé. Alors, tout d'abord, il me semble qu'il est important de retracer l'évolution du marché de l'assurance complémentaire santé en France depuis quelques années, puisqu'en fait, depuis plusieurs décennies, les complémentaires santé se sont toujours positionnés en tant que payeurs aveugles. Payeurs aveugles, cela signifie que les complémentaires santé, votre mutuelle, vous remboursiez seulement si la sécurité sociale, l'assurance maladie, vous rembourse une partie des soins. Et dans ce cas, la complémentaire prend en charge l'autre partie, enfin, sauf ce qui est supplémentaire. Et depuis une dizaine d'années, il y a une vraie réflexion qui a été engagée du côté des assureurs complémentaires pour sortir un petit peu de ce modèle-là et sortir vraiment et créer en fait avoir un vrai comportement d'assureur et n'être plus simplement un payeur aveugle. Et d'ailleurs, ça a été consacré en 2004 par la création de l'UNOCAM, qui est l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, qui consacre le rôle de plus en plus important des complémentaires santé dans le paysage. Alors, pour aborder le fonctionnement concurrentiel du marché de l'assurance santé, effectivement, Jean de Kervoisdoué, qui vient de partir, a cité plusieurs exemples, dont celui de la Suisse et des États-Unis, comme étant, je dirais, instructifs au niveau du fonctionnement d'un marché, du fonctionnement concurrentiel d'un marché en assurance santé. Et que savons-nous de ces expériences étrangères, du comportement des assureurs en assurance santé? Mais en fait, pour augmenter leur profil, les assureurs santé ont trois types de comportements. Tout d'abord, trois stratégies. La première, c'est de réduire les coûts, réduire les charges. Alors ça peut être soit du côté de la demande, en ajustant les garanties en fonction du problème de santé, soit en travaillant du côté de l'offre, en contractualisant avec les professionnels de santé, en s'intégrant verticalement éventuellement, afin de mieux contrôler ce qu'il se passe au niveau de la pratique médicale. Ça, c'est la première stratégie qui consiste à mieux gérer le risque afin de réduire les coûts. La deuxième stratégie consiste à différencier les contrats d'assurance maladie qui sont offerts sur le marché afin d'éviter une concurrence trop frontale. Et justement, le but du jeu, on l'a entendu depuis ce matin, étant d'être en monopole sur son contrat d'assurance. Donc on va proposer de rembourser certaines prestations qui ne sont remboursées par aucun autre concurrent. De cette façon-là, on est tout seul sur son contrat et ça devient très compliqué pour le consommateur de pouvoir comparer les contrats et de faire jouer de façon effective la concurrence. Et enfin, dernière stratégie qui est observée lorsque on s'intéresse au fonctionnement concurrentiel des marchés d'assurance santé, c'est la stratégie qui consiste à sélectionner les risques, sélectionner les assurés. Et c'est une vraie question dans le sens où ça peut déstabiliser complètement un marché de l'assurance. Et je dirais le fonctionnement concurrentiel peut ne pas garantir une bonne efficacité du marché. Donc en définitive, il y a quand même certaines voix qui ont proposé à plusieurs reprises, notamment dans les pays où la concurrence est importante sur le marché de l'assurance santé, de réguler le secteur. Et ça a été fait en Suisse notamment, où le nombre de contrats d'assurance proposés sur le marché est limité, les contrats sont tous comparables, et donc le consommateur est mieux à même de comparer. Mais on voit que ça ne fonctionne pas très bien pour autant. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement complexe que d'arriver à avoir un fonctionnement efficient du marché de l'assurance santé, et je pense que le débat au niveau de la table ronde va être intéressant. Alors, je sais que M. Chassan doit prochainement nous quitter, et j'aurais bien aimé, je vais un petit peu modifier l'ordre d'intervention que je vous avais proposé pour aborder tout de suite la question des partenariats entre les professionnels de santé et les assureurs.
on voit que c'est une des façons de mieux gérer le risque pour les complémentaires santé. Et en France, c'est quelque chose qui se développe à travers les réseaux de soins, essentiellement en optique et en dentaire. Alors, l'autorité de la concurrence a été amenée à rendre un avis sur cette question des réseaux de soins. Plusieurs questions se posent. Est-ce que les réseaux de soins qui sont mis en place par les assureurs sont une façon de mettre en concurrence les professionnels de santé entre eux ? Est-ce qu'ils sont une solution pour répondre aux besoins de santé des patients au meilleur coût ? Ne risque-t-il pas d'engendrer des problèmes de qualité des soins et de restreindre excessivement la liberté de choix des patients ? C'est une question qu'on peut se poser lorsqu'on s'intéresse notamment au managed care. En France, on n'en est pas encore à l'existence de HMO, mais on voit poindre en France, à travers la constitution des réseaux de soins, des éléments qui limiteraient la liberté de choix du patient. Et enfin, d'un point de vue concurrentiel, si les réseaux de soins étaient amenés à se généraliser, et notamment les réseaux dits fermés, c'est-à-dire qui contiennent un numerus clausus, un nombre limité de professionnels de santé dans le réseau, ne risque-t-on pas de voir apparaître une barrière à l'entrée sur le marché du côté des professionnels de santé, et notamment, on le voit bien, les opticiens, en ce moment, c'est une profession qui quand même... oui, alors, effectivement, d'un certain côté, qui vit bien, mais je pense que sous l'action des complémentaires santé, peut-être qu'elle sera amenée à vivre un petit peu moins bien. Voilà. Donc, je souhaite passer la parole tout d'abord peut-être à Michel Chassan qui doit bientôt nous quitter. Qui n'est pas opticien. Non, c'est... Alors, j'observe que les exemples que vous avez pris sont finalement des exemples où l'assurance obligatoire est très peu partie prenante. Où l'optique... On aurait pu mettre l'audioprothèse également. Enfin, il y a d'autres secteurs d'activité où les complémentaires ne sont pas complémentaires. Elles sont, c'est l'inverse, quoi. Elles sont majoritaires. Et donc, mon voisin de droite connaît ça mieux que moi, ça va de soi. Donc, pour ce qui nous concerne, dans notre secteur d'activité, c'est essentiellement les honoraires de secteur 2. C'est les honoraires qu'on appelle dépassement. Enfin, bref, ce qui ne correspond pas aux tarifs de la nomenclature. Hein. Alors, 3 mots sur le secteur 2, hein, c'est pas né par hasard, ça date de 1980, c'est apparu, c'est légal, c'est apparu parce qu'on a constaté, à tort ou à raison, peu importe, en tout cas ceux qui l'ont mis en place nous ont posé beaucoup de problèmes par la suite, on l'avait prévu, nous. Hein. On s'est même fait matraquer sur le port Alexandre III parce qu'on était contre, pour ceux qui s'en souviennent, cette affaire. Hein. Bon, enfin, on l'a maintenant. On a constaté que il y avait une insuffisance de financement des honoraires médicaux, sujet ô combien récurrent, et donc on a créé un secteur dans lequel les médecins pouvaient donc prendre des compléments d'honoraires non remboursés par l'assurance maladie obligatoire, et dans lesquels se sont engouffrés, pas toutes, et pas n'importe lesquelles, et pas de façon généralisée, un certain nombre d'assurances complémentaires, si bien qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne mon secteur d'activité, comme sont les compléments d'honoraires, les complémentaires remboursent le tiers, environ 33%. Il en reste quand même une grosse partie qui ne sont pas du tout pris en charge. Et on n'est pas très concerné par tout cela. Néanmoins, c'est vrai que je pense que si tout ceci se développe, puisque vous savez qu'on est en train de discuter de ce que nous appelons le secteur optionnel. En 3 mots, secteur optionnel vise finalement à faire en sorte d'essayer de trouver un chemin médian entre, d'une part, le secteur 1, donc un tarif dit d'autorité, enfin des tarifs fixes, et le secteur 2. En disant, voilà, on a créé une place où finalement des compléments sont maîtrisés, plafonnés. En échange, donc, les praticiens perçoivent un certain nombre d'avantages, soit peuvent prétendre à certaines majorations qui jusqu'ici sont réservées au secteur 1, ils peuvent prétendre à un certain nombre de prises en charge de leurs cotisations sociales au même titre que les médecins du secteur 1. Bref, et les complémentaires s'engagent à privilégier les remboursements au sein de ce secteur optionnel. On voit bien là une tentative qui est très claire d'organiser un nouveau réseau de soins des professionnels, des médecins de secteur 2 vis-à-vis des complémentaires. Et nous avons signé un accord avec l'UNOCAM qui, théoriquement, engage l'ensemble des acteurs.
y compris du local. Je sais qu'avec toute cette diversité, etc., mais néanmoins, c'est une voie qu'on est en train de créer. Alors, est-ce que cette voie-là, qui convient également de mettre en parallèle, même si c'est pas du tout, et ça peut paraître comme être totalement différent, le problème des CAPI, j'ai évoqué tout à l'heure, un contrat d'amélioration des pratiques individuelles, enfin bref, le médecin signe un contrat avec la caisse d'assurance maladie, là c'est avec le régime obligatoire, et s'il parvient au respect d'un certain nombre d'indicateurs soit de santé publique, de prévention, soit en termes d'efficience de prescription, perçoit une rémunération annuelle complémentaire, dont le montant maximal peut être de l'ordre de 5 000 €. Bien. On voit bien que à la fois ce secteur optionnel et à la fois donc ces CAPI sont les germes, portent en eux-mêmes les germes d'une certaine, on ne va pas dire privatisation, on va dire mise en concurrence des offres de soins et également des financeurs. Bon, le CAPI nécessiterait naturellement qu'il y ait plusieurs financeurs, mais pour ce qui concerne la prise en charge des dépassements d'honoraires, on voit bien qu'il y a plusieurs financeurs. Voilà. Donc on est aux prémices de tout ça. Alors ira-t-on jusqu'au HMO américain ou pas? J'ai cru comprendre que les HMO américains sont plutôt en train de revenir vers nous. Enfin, j'ai un peu compris ça. Je pense que la réponse Obama est quelque chose qui est dans les tuyaux maintenant. Tout ça est intéressant. Monsieur Tabuteau, donc, est-ce que la contractualisation individuelle, donc là, qui vient d'être soulignée par Monsieur Chassan, cette contractualisation individuelle entre assureurs, que ce soit de régime de base ou complémentaire, qu'on a vu se développer dans de nombreux pays, est-ce que finalement ça peut être interprété comme le signe d'une mise en concurrence plus importante des professionnels de santé entre eux? Parce qu'on a vu dans la table ronde précédente que le patient est largement déficitaire en matière d'asymétrie d'information et s'intéresse essentiellement à la qualité. Et est-ce que finalement l'intervention des assureurs est un bon moyen pour mettre de la concurrence sur les prix? C'est pas parce que les assureurs financeront une offre de soins qu'elle ne répondra plus aux mécanismes économiques que l'on a vus sur l'assurance maladie de base. Moi, je crois que la question des complémentaires aujourd'hui, avant de venir sur la concurrence, c'est une question centrale, parce que je pense qu'on vit une période absolument historique de transformation de l'équilibre d'un système qu'on a construit comme une assurance de base, une assurance complémentaire, à un système qui est un partage des champs de dépenses de santé entre les deux secteurs. Et je crois que vraiment c'est absolument historique et il y a un certain nombre d'éléments depuis 4-5 ans qui le montrent. Alors, quelle est la particularité de l'assurance complémentaire, quelle qu'elle soit, même si au sein de l'assurance complémentaire, je crois vraiment qu'on ne peut pas les classifier dans la même logique. Mais la logique, c'est pour encadrer les dépenses ou maintenir les coûts, c'est quoi? C'est soit agir sur le patient, soit agir sur les professionnels. Agir sur le patient, c'est la sélection des risques ou la tarification en fonction des risques. La sélection des risques, elle est peu pratiquée en France. Je dis peu, pas qu'elle n'est pas complètement exclue, mais elle emprunte des voies détournées. En revanche, la tarification des risques, elle est systématique. Même les mutuelles les plus vertueuses font payer des cotisations plus élevées pour les personnes en fonction de l'âge. Donc on est bien sur une tarification en fonction du risque. Ça, c'est sur le patient. Sur les professionnels de santé, c'est la sélection du professionnel, c'est-à-dire la constitution de réseau, le choix d'un certain nombre d'acteurs parmi d'autres, et deuxièmement, les normes de pratique, c'est-à-dire encadrer l'activité. Et ces deux facteurs, sélection, tarification en fonction du risque, et deuxièmement, sélection des professionnels et normes de bonne pratique, il faut qu'ils soient plus efficaces que les surcoûts liés à la concurrence. Parce que ce que montrent les systèmes dans le monde, c'est quand même que quand vous avez une assurance maladie unique, de base, avec éventuellement complète comme dans certains pays, elle a des coûts de gestion qui vont être inférieurs aux entreprises qui sont dans un secteur concurrentiel pour des raisons naturelles. C'est-à-dire que quand on est dans un secteur concurrentiel, il faut développer de la promotion, il faut faire jouer la concurrence, il faut se faire connaître et il faut montrer qu'on est meilleur que le voisin. Donc il faut que ce que j'ai vu avant surcompense les surcoûts liés à cet exercice de la concurrence. Et sur les systèmes de santé, ce n'est pas du tout évident. Parce que la concurrence sur les prix à travers les professionnels, la concurrence à la bonne pratique, c'est extrêmement difficile à faire. Et par ailleurs, il ne faut pas croire qu'il y a un système de complémentaire qui fait ça, et puis des systèmes d'assurance maladie obligatoire qui ne le font pas. On peut, par
par principe, entre guillemets, c'est pas mon cas, mais considérer que les complémentaires vont être meilleurs que l'assurance maladie de base. Mais l'assurance maladie va faire la même démarche pour essayer d'encadrer les pratiques, de tenir les prix du mieux possible, même s'il y a de temps en temps des soupapes qui s'ouvrent. Et donc les complémentaires vont devoir faire nettement mieux que l'assurance maladie de base pour pouvoir compenser les surcoûts. C'est ça l'équation économique qui est celle du champ de la santé. Et donc, de ce point de vue, aujourd'hui, il n'est pas évident, en regardant l'ensemble des systèmes, que ce soit plus efficace, sans aller jusqu'à les affirmations dures de Jean de Kervasdoué. Je pense quand même que, grosso modo, ce sont les systèmes qui ont un monopole pour l'assurance maladie de base qui ont montré la meilleure efficacité. Alors, j'ajouterai à cela qu'on peut se poser des questions aujourd'hui dans cette évolution sur un nouveau champ de la santé, qui est une question qui n'a pas été complètement abordée, mais qui me paraît tout à fait essentielle aujourd'hui, qui est tout ce qui est la santé prévisible. Parce qu'on était, en gros, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, dans une santé aléatoire. On cotise tous. Et collectivement, on accepte de cotiser pour couvrir des frais de santé quand ils surviennent, parce que c'est la faute à la malchance. On apprend un matin qu'on a une pathologie qui se développe. Et donc, à partir du moment où la santé va devenir de plus en plus prévisible, et j'allais dire presque malheureusement, même s'il y aura des effets en termes de prévention et d'efficacité thérapeutique, la question de tout ce qui est prévisible va poser une question de financement tout à fait différente. Si on sait que sur la vie d'un individu, il y a X dizaines, centaines de milliers d'euros qui vont être de toute façon consommés parce qu'il y aura des bilans à faire, parce qu'il y a de la prévention qui est inévitable, tout ce qui est construit, est-ce qu'on sera toujours dans une logique d'une assurance maladie avec le côté aléatoire et donc la logique de l'assurance, ou est-ce qu'on sera dans une logique de prévoyance sanitaire? C'est une question moi, que je me pose. Je ne sais pas y répondre aujourd'hui, mais elle me paraît fondamentale. Et à mon avis, le champ de développement des assurances devrait beaucoup plus être centré sur cette réflexion que sur la prise de part de marché par rapport à leur assurance maladie de base, même si c'est exactement ce à quoi on assiste, parce que ce qui est frappant, c'est qu'il y a un chiffre qui n'est jamais publié. D'ailleurs, j'ai écrit au président du Haut Conseil de l'avenir de l'assurance maladie pour qu'il le soit. C'est le taux de remboursement des soins courants. C'est-à-dire qu'on a un taux de remboursement, vous le savez, qui est stable en France depuis 1980, qui est entre 77, enfin il a baissé depuis 2 ans à 75,5, mais enfin on est entre 75 et 77% de dépenses depuis les années 80. Donc on dit l'assurance maladie garde une part très importante dans le financement des soins. C'est évidemment complètement faux et chacun s'en rend compte. Aujourd'hui, les dépenses de soins courants, c'est-à-dire hors affection de longue durée et dépenses d'hospitalisation, les dépenses de pathologie ou d'accidents graves de santé, les autres dépenses que j'appelle les soins courants, voient leur taux de remboursement diminuer très régulièrement. Aujourd'hui, on est à environ 55%, c'est une estimation que j'ai faite, qui n'est pas publiée. Moi, je souhaite que ce taux soit publié. Ça veut dire que sur les soins courants, c'est-à-dire 80% de la population, il y a à peu près la moitié des soins qui aujourd'hui est prise en charge par les complémentaires ou par les ménages. C'est pour ça que je dis qu'on est en train de basculer de système et que cette bascule pose des questions tout à fait considérables en termes de solidarité. Et je crois que c'est une transition parfaite pour passer la parole à Monsieur Davant, que je remercie d'être venu, de participer aujourd'hui à cette conférence. Comment voyez-vous l'évolution du secteur du marché de l'assurance complémentaire santé, étant donné que sur ce marché, il y a des acteurs très divers. Vous représentez la mutualité française, vous n'êtes pas les seuls, puisque à côté il y a les assureurs beaucoup plus traditionnels qui peuvent avoir des stratégies un petit peu différentes des organismes à but non lucratif. Mais on voit pour autant qu'il y a une évolution commune au niveau des complémentaires santé, justement pour modifier la rédaction des garanties, par exemple, c'est-à-dire définir des garanties en fonction des problèmes de santé, justement sortir un petit peu du rôle de payeur aveugle. Vous êtes prononcé récemment par rapport à la baisse de remboursement de certains médicaments. Vous avez recommandé à ce que les mutuelles ne remboursent pas ces médicaments. Ces évolutions, comment les percevez-vous? Comment percevez-vous le fonctionnement concurrentiel du marché de l'assurance santé, étant donné les caractéristiques que j'ai rappelées tout à l'heure? C'est un vaste sujet là, que vous soulevez, parce qu'en fait, je ne sais pas si on peut le prendre de cette manière.
Je rentre des États-Unis, là. Je suis rentré hier soir. J'étais invité aux États-Unis pour rencontrer des responsables de l'administration américaine proches de Barack Obama, puisque vous savez qu'ils veulent implanter des mutuelles aux États-Unis. Donc j'ai rencontré énormément de gens, j'ai rencontré des politiques, des sénateurs, démocrates bien sûr, mais aussi conservateurs. J'ai rencontré des experts, j'ai rencontré des associations de malades. Et il y a une chose qui m'a frappé, c'est que finalement, hormis la différence importante, celle qui veut que nous ayons en France une assurance maladie obligatoire universelle, nous sommes strictement dans la même situation que les Américains. Je veux dire, on vit aux États-Unis les mêmes problèmes que ceux que nous vivons en France, et on peut le dire inversement des deux côtés. Alors, ces problèmes sont lesquels? En définitive, on ne peut pas considérer que la santé d'une nation, d'un peuple, ce soit un marché banal. On ne peut pas considérer que ce marché puisse s'autoréguler avec les règles habituelles du commerce. Mais ce marché, il faut le réglementer. Alors on le réglemente plus ou moins et les États ont une part de responsabilité. Ensuite, il faut essayer d'organiser la production des soins de manière à ce qu'elle bénéficie à l'ensemble des populations. Voilà. Et aujourd'hui, le domaine médical est un domaine où la science évolue à la vitesse grand V, où on fait des progrès considérables et où ces progrès, évidemment, coûtent cher. Et ces progrès coûtent d'autant plus cher qu'on a du mal, et c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai ici, qu'on a du mal à remettre en cause ce qui existait en termes d'organisation auparavant. C'est-à-dire qu'on bâtit des couches qui s'empilent les unes sur les autres, et ces couches ont un coût. Dans la réforme que fait Obama, vu de France, on dit qu'il veut créer uniquement un système pour prendre en charge les 40 millions d'Américains qui ne sont pas les plus pauvres, mais qui n'ont pas de couverture complémentaire. Certes, c'est un des objectifs de la réforme, mais la réforme, essentiellement, c'est de dire qu'il y en a assez d'un secteur de la santé qui absorbe 18% du PIB, qui voit les frais médicaux, les dépenses médicales augmenter sans fin chaque jour, ce qui, par contre-coup, empêche les flux financiers d'aller alimenter d'autres secteurs pour un vrai développement durable. Et de constater également que le coût des soins qui ne cesse de progresser, eh bien, entraîne de plus en plus d'exclusion. Plus les soins progressent, moins, évidemment, tout à chacun a de la peine à les payer. Donc c'est ça la vraie réforme qui est aujourd'hui engagée aux États-Unis. Si vous réfléchissez bien, c'est quand même bien la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en France. On est comme eux dans un système qui est complètement dérégulé économiquement.
on est comme eux dans ce système où finalement, je ne le dis pas parce qu'il est parti, s'il était là, je le dirais de la même manière, mais où le pouvoir médical eh bien, est absolu, en ce sens qu'il freine toute réorganisation et toute modernisation dans l'organisation des soins. Avec les Américains, on a parlé de quoi? On a parlé du problème du paiement à l'acte, qui est un frein considérable à l'organisation différente de la prise en charge d'un certain nombre de pathologies, et notamment des pathologies qui sont essentielles aujourd'hui, les pathologies chroniques, parce que dans tous nos pays développés, on a affaire essentiellement aux mêmes défis. Il est évident que essayer d'organiser, alors on peut appeler ça des réseaux, on peut appeler ça tout ce que vous voulez, mais essayer d'organiser une prise en charge et de qualité, ce qui est l'objectif, et on en parle ici, on en parle aux États-Unis, et en même temps réguler la dépense, ça suppose que les professionnels de santé soient rémunérés différemment, et ça suppose qu'on organise également différemment les liens entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Alors après, le reste, c'est un peu littérature. C'est un peu littérature. À savoir que, est-ce qu'il existe de la concurrence dans ce système? Oui, il existe de la concurrence, puisque ce système est un système qui est complètement désorganisé. Il est désorganisé au plan financier. Je veux bien que le secteur 2 ce soit quelque chose qui vienne de loin, qu'aujourd'hui je veux bien qu'un médecin ou un chirurgien, un dentiste, qu'est-ce qu'il demande? Il demande, est-ce que vous avez une bonne mutuelle? Si vous avez une bonne mutuelle, on vous dit, bon, ben ça va, vous pouvez prendre tel service. Je veux bien qu'on aille à l'hôpital public, au secteur privé, et que si on peut payer des dépassements d'honoraires scandaleux, on puisse être opéré dans l'hôpital public rapidement par le chirurgien chef de service du secteur. Alors, la concurrence, elle joue sur quoi? Mais la concurrence, elle joue sur le fait que si vous avez une assurance qui prend en charge les dépassements d'honoraires, eh bien, ça va marcher. Vous pourrez être opéré par le chirurgien tout de suite. Voilà. En fait, la concurrence dans le secteur de la santé, je pense qu'elle aggrave les inégalités. Elle aggrave les inégalités, elle aggrave la dérégulation du système. Et on est, je pense, moi, à l'aube d'une période qui va être très difficile pour le secteur de santé en France. Alors, je ne sais pas si on va se croiser avec les Américains, c'est pas impossible, parce que là-bas, on ne parle que de ça. C'est vraiment le sujet central, avec une volonté d'en sortir. Je ne crois pas chez nous qu'il y ait cette volonté. Ah si, on va se perdre dans des discussions très intéressantes pour savoir s'il faut donner accès aux données santé, aux complémentaires ou pas, ou s'il faut, je ne sais quoi, faire des réseaux, pas des réseaux, faire de la prévention, pas suffisamment, ou qui doit payer quoi, si on va faire un secteur optionnel pour permettre à ceux qui sont en secteur 2
de pouvoir modérer une partie de leur dépassement, parce que le secteur optionnel, c'est quand vous irez chez des médecins qui sont en secteur optionnel, si vous arrivez au bon moment, c'est-à-dire quand il aura fait que 33% de ses actes, à ce moment-là, vous aurez droit à un dépassement qui sera un dépassement limité. Je veux dire, on est quand même en pleine folie. Voilà. Alors, la concurrence, aujourd'hui, dans le secteur de la santé en France, c'est un élément de désorganisation supplémentaire. Moi, je ne crois pas qu'un système de santé moderne, pour un grand pays moderne, un secteur de santé qui doit permettre à tout individu d'avoir accès au meilleur de la médecine, au meilleur des connaissances, ça puisse être uniquement gouverné et géré par le marché, avec un interventionnisme d'État qui n'est pas toujours du meilleur. Oui. Donc on voit bien qu'effectivement l'enjeu principal, c'est la qualité des soins, l'accès aux soins, mais également, et on le voit bien à travers l'exemple américain, l'accès à une couverture complémentaire, à une couverture santé. Et on voit bien quand même que le fonctionnement du marché de l'assurance va conditionner ces paramètres-là. Et là-dessus, il me semble intéressant d'écouter le point de vue, je vais dire, des consommateurs au sens large, c'est-à-dire à la fois des assurés, mais surtout des représentants des consommateurs. Tout à fait, oui. Il y en a 38 millions qui payent leurs cotisations et mutualité. C'est exact, c'est exact. Des assurés, des consommateurs assurés. Et puis, ça peut être intéressant également d'écouter l'avis des consommateurs en tant que patients. J'aimerais bien avoir l'opinion, mais très rapidement, en 2 minutes, de M. Saoud sur les éléments que nous avons évoqués, notamment le fonctionnement du marché. Est-ce que c'est facile de s'y retrouver au niveau des différentes complémentaires santé? Est-ce que, je dirais, le consommateur au sens large peut y gagner? Je vais vous répondre avec toute la prudence des rhinologues. Ne sachant rien, je vais entreprendre de vous répondre. D'abord, je voudrais dire avant toute chose qu'au sein du collectif, on partage l'analyse qui a été faite par Didier Tabuteau d'un changement assez puissant du système dans lequel on se trouve. On réalise un sondage dont les résultats vont paraître aujourd'hui. On lancera un mini-site cet après-midi qui s'appelle Santé solidaire en danger. Parce que l'analyse des vrais gens, c'est que ce système-là, effectivement, ne fonctionne pas bien et ne permet pas de garantir l'égal accès aux soins. Je ne vais pas insister beaucoup là-dessus parce que ce n'est pas le sens de votre question. Mais il n'empêche que c'est vraiment quelque chose de véritablement important. Je n'avais pas le même chiffre que celui de Didier Tabuteau, mais Brigitte Dormont, qui est économiste, là, a fait des approches sur un pépin de santé moyen à un âge moyen, et elle aboutit sur 45% de taux de remboursement. Donc ça veut dire qu'on va avoir un vrai problème de crédibilité dans le système d'assurance maladie. C'est-à-dire que les gens vont dire on paye, mais pourquoi? Et ça va se doubler par un fait générationnel qui se traduit d'ailleurs dans le sondage qu'on vient de sortir, qui montre effectivement que ce sont plutôt les personnes âgées en situation de grosse demande de soins qui défendent le système d'assurance maladie solidaire et les autres qui évidemment se reportent vers l'assurance. Mais ce n'est pas le sujet de votre question. Deuxième point, si les complémentaires veulent se mettre à faire ce que fait le régime de base, je leur souhaite bon courage. Parce que sur l'optique, le résultat est fabuleux. Il y a à peu près 4 opticiens par galerie marchande et on vous vend à peu près 3 paires de lunettes pour le prix d'une. Ce qui est un mystère, hein, parce qu'il y a bien quelqu'un qui perd les 2 autres. Et c'est évidemment vous, c'est évidemment moi, c'est évidemment tout le monde. Donc on se fait de la gratte sur ce système-là et tout le monde en prend au passage. Deuxième point, c'est que Michel Chassaing est parti, mais c'est bien dommage. Lui qui adore tellement les colcos médicaux où c'est marqué le L de libéral à la façade, qu'est-ce que vont faire les opticiens, les complémentaires? Ils vont faire évidemment ça. Ils vont franchiser des réseaux. Et lui qui pleure sur l'assurance maladie, dans 10 ans, il viendra pleurer sur les complémentaires. Bon. Troisième point. En tout état de cause, si on veut donner plus de place aux complémentaires, ça ne peut se faire que là aussi dans le respect des règles de la concurrence. Ce qui n'est largement pas le cas aujourd'hui. Et notamment sur l'information. Aujourd'hui, aucun contrat n'est comparable à un autre. On est à peu près devant le désastre de la téléphonie mobile. C'est-à-dire on ne peut rien y comprendre.
Et alors, j'observe que, par ailleurs, on fait des efforts pour rendre les choses compréhensibles. Que comprendre qu'on avait lancé un comparateur de prix sur les prix de l'énergie la semaine dernière. Mais où est le comparateur de prix des complémentaires santé? Je ne l'ai encore jamais vu. Et on garantit à peu près tout et n'importe quoi là-dedans, à coût, non pas de sélection des risques, comme l'a fait remarquer Didier, mais à coût de tarification des risques. Et rien n'est comparable à rien. Donc la première marche, c'est au minimum de rendre transparente l'information sur les garanties des complémentaires, ce qui suppose leur comparabilité, ce qui n'est pas une grande évidence. Et le deuxième point que je voulais insister sur cette troisième branche de mes réflexions, c'est qu'au collectif, les gens souhaitent qu'il y ait un contrat de complémentaires d'ordre public. Vous avez dit que le bilan suisse n'offrait pas quelque chose de très positif. Il faudrait le regarder de près et voir comment on peut l'utiliser. Parce que quand même, la part du ticket modérateur en France est assez considérable. 30%. Et on l'a vu pour un pépin de santé moyen à un âge moyen, la prise en charge de la complémentaire est de 50%, si ce n'est plus. Donc on ne peut pas non plus laisser ça sans regard sur ce qui s'y passe. Alors est-ce que ça doit être le socle des contrats responsables qui le justifie? Enfin, il faut regarder exactement qu'est-ce qu'on peut utiliser. Et il n'y a pas que la question de l'information sur le prix. Il y a aussi la question de l'information sur la qualité. Parce que si maintenant on m'explique que dans des réseaux de soins, des complémentaires, dans la garantie du secteur optionnel, eux, ils ont droit à la qualité et que les autres n'y ont pas droit, il faudra m'expliquer que pour le tarif de l'assurance maladie, on n'a plus le droit à la sécurité, à la qualité des soins maintenant. C'est une nouveauté, ça. Donc je pense qu'il y a quand même des choses qu'il faudrait brasser un peu. Je regrette qu'on ne le fasse pas et qu'on ne l'ait pas fait. Et c'est pour ça que le collectif interassociatif lance cette grande campagne sur la santé solidaire en danger, parce que c'est un vrai sujet. Et la réflexion de Jean-Pierre Davant sur le parallèle entre les États-Unis et la France est pour moi un parallèle entre Obama et Sarkozy. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit on va débattre et il le fait, il y en a l'autre qui dit on va débattre, je vous le promets, et qui ne le fait pas. Et je pense que ça c'est un petit peu différent. On est dans cette espèce de technique que Didier appelle la technique du salami, que moi j'appelle la technique de la grenouille, qui consiste à la mettre, à augmenter la température tous les ans, ça elle ne s'aperçoit pas qu'elle est rôtie. Alors évidemment, si on la met dans le bain tout de suite à 100 degrés, elle hurle, elle saute. Résultat, c'est qu'on nous pique un bout de la couverture maladie solidaire tous les ans. C'est pas grand-chose, hein, c'est 1, 2 petits pourcents. Et puis, effectivement, dans 10 ans, 20 ans, il n'y en aura plus, et tout sera passé aux complémentaires qui seront devenus le premier assureur de base, et non plus complémentaire. Alors, nous avons des questions dans la salle, très rapidement. Merci. Je suis expert et acteur d'une des professions qui a été citée, des petites professions paramédicales dont les assureurs veulent éventuellement jouer un rôle plus important. Je représente le syndicat des audioprothésistes français. Ce qui m'étonne, c'est que je venais là pour justement peut-être comprendre, peut-être qu'on n'avait pas compris, nous, que la concurrence était bonne pour le patient, pas forcément pour nous, mais soit. Et je retrouve dans ce qu'a dit M. Tabuteau et M. Davant tout à fait notre impression à notre petit niveau à nous. Eux, ils ont une vision plus économique, plus en tant qu'acteur global, et on ne voit pas du tout de progrès dans ce qui commence à arriver, un peu moins chez nous. Juste une remarque, l'audioprothèse bien pratiquée est un métier acteur dépendant, beaucoup plus acteur dépendant d'ailleurs que les opticiens, hein, donc que je connais assez bien aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une énorme différence entre les deux. Donc ce qu'on voit, c'est ça, c'est qu'on pense que si les choses continuent dans le sens où elles ont commencé à aller, il n'y aura pas grand-chose entre la prise en charge CMU et les gens qui auront des mutuelles complémentaires qui seront assez bonnes, et les 40 millions d'Américains, on aura le même rapport de gens qui seront encore moins appareillés pour mon secteur, pour mon métier qu'aujourd'hui. Donc je vais d'ailleurs reprendre contact avec les gens de l'autorité de la concurrence, parce que c'est trop simple, hein. Voilà, on sort un truc. Est-ce que notamment cette décision récente, on n'a pas participé du tout, on l'a vu, mais on n'a pas participé du tout, que les réseaux de soins étaient bons, étaient pro-concurrentiels. C'est bien plus compliqué que ça sur le terrain. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler avec les gens de l'autorité de la concurrence. Merci. Monsieur Tabuteau. Je voulais juste d'accord, pas réagir sur cette question. D'accord. D'autres questions? Non? Pas d'autres... Oui? Une question, une réaction? Bien sûr. Merci. Hélène de Boissière, Agence Focus. Ma question est un petit peu décalée par rapport à tout ce que je viens d'entendre ce matin, mais elle m'interpelle au niveau du droit communautaire. Aujourd'hui, les pharmacies d'officine ont eu un arrêt de la CJCE
qui ne permettait pas l'ouverture du capital. Les laboratoires de biologie dont vous n'avez pas beaucoup parlé, semble-t-il, et qui pourtant aujourd'hui pourraient rentrer dans les réseaux, vont avoir une réponse de la CJCE sur l'ouverture ou non du capital. Donc ma question est-ce que ouvrir le capital quand il est monopolistique est susceptible d'introduire de la concurrence ou pas? Merci. Je propose de passer la parole, Monsieur Tabuteau, peut-être sur cette question, sur la question de l'ouverture du capital. Je ne sais pas si vous avez une réponse précise. Et puis, vous souhaitiez avoir 30 secondes pour dire un mot de conclusion avant d'écouter la conclusion du président de l'autorité de la concurrence, Monsieur Bruno Lasserre. Non, moi, la réaction que ça m'inspire, c'est de dire, je crois que la concurrence sur la santé, il faut bien la découper en tranches, si j'ose dire. On ne peut pas faire un raisonnement sur la concurrence de façon globale, me semble-t-il. Je crois qu'il y a 3 niveaux, en tout cas à ce stade de mon analyse, mais il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de la concurrence autour du financeur de la santé, qui est une question de cette table ronde, c'est-à-dire l'assuré social, le mutualiste, l'assuré tout court, quel est le choix qui lui est offert. Et on connaît la situation française. Il y a un niveau dont on a beaucoup parlé, qui est un petit peu miroité avec le 3e, qui est la concurrence sur les prestataires de soins, c'est-à-dire la concurrence vue du patient. Comment le patient se trouve face au prestataire quand il a besoin d'avoir recours au système de soins. Et ça, c'est une concurrence qui, je crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises, est une concurrence qui est beaucoup plus difficile parce qu'elle n'est pas par les prix, ou plus exactement, elle ne doit pas être par les prix, soit parce que pour des raisons de théorie économique, elle pousse à la hausse, soit pour des raisons d'équité sociale, parce que si elle se fait sur les prix, elle conduit à des médecines à plusieurs vitesses. Et puis le 3e niveau auquel j'ai été sensible, mais qui correspond aux éléments notamment de décision de l'autorité, en tout cas pour celle que je peux suivre, c'est dans la formation des prix, c'est-à-dire la concurrence au niveau des professionnels entre eux. J'appellerais ça la concurrence des sous-traitants. Et quand on prend l'exemple de l'hôpital qui fait des appels d'offres, on est bien on va construire la formation du prix ou la formation du coût pour l'hôpital. Et là, effectivement, je ne vois pas ce qui fait obstacle, ou ce qui devrait faire obstacle, à ce que la concurrence joue au niveau de la sous-traitance pour la préparation de la prestation de santé. Et je crois que si on ne distingue pas ces 3 niveaux dans l'approche du problème de la santé, on se trouve avec des discours qui ont du mal à s'embriquer les uns dans les autres parce que, pour ou contre, les effets de la concurrence sont en sens inverse, etc. Et donc je crois qu'au terme de cette matinée, pour moi, c'est le point qui me paraît le plus marquant.